Merci Karim, merci Bruno. Et sans attendre, maintenant, nous allons passer la parole aux étudiants. Voilà. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Déjà, un grand merci pour venir et avoir répondu présent à notre table ronde. Pour cela, l'enjeu vraiment de ce soir, c'est de définir au mieux ce qu'est une transformation digitale et en quoi le management de projet rentre dans ce principe. Pour cela, on a axé la table ronde sur deux grandes parties. La première qui sera sur la stratégie et la mise en place de ce principe, et la seconde sur l'impact et les risques qui vont en résulter. Donc nous allons de suite commencer cette table ronde et donner la parole à nos invités ce soir qui vont se présenter leur entreprise et leur point de vue sur la transformation digitale. Monsieur Dudragne, allez-y. Allô, c'est moi qui ouvre le bal. Merci de nous avoir invités, merci pour votre présence. Donc, je m'appelle Jérôme Dudragne, je viens d'une grande entreprise qui est locale, qui s'appelle IBM. Alors moi, ce soir, ce qui m'intéresse et pourquoi j'étais assez motivé pour venir, c'est que je vais venir témoigner Je suis chef de projet et j'ai été impliqué après des différentes fonctions de chef de projet sur des projets globaux ou locaux et à des niveaux internationaux ou français. J'ai été beaucoup confronté à de la transformation industrielle. Et pour cette transformation industrielle, il y a souvent aussi une part de transformation digitale dans la transformation industrielle. Et donc moi, ce que je vais faire ce soir, c'est plutôt témoigner de mon vécu en tant que praticien de la transformation. Pourquoi on fait ces transformations, quel genre de problèmes on rencontre. Et donc ça m'intéresse, je suis vraiment impatient de partager sur ces sujets-là. Mon métier, avant tout, c'est d'être chef de projet. Vous voyez portfolio manager et programme manager, parce qu'effectivement, actuellement, je m'occupe beaucoup de portfolio management. Voilà. C'est-à-dire pour ceux qui ne voient pas trop ce que c'est en gros s'assurer qu'il y a un lien clair et précis entre la stratégie et les actions de stratégie qu'on fait, la transformation et la delivery de la transformation au travers de projets. Voilà. Merci. Donc bonsoir tout le monde. Avant de me présenter, je voudrais vous partager déjà un sentiment qui s'appelle de la reconnaissance. Pourquoi de la reconnaissance? Parce que il y a quelques semaines seulement, j'étais seul dans mon garage et sur mon ordi, j'ai lancé un site qui aujourd'hui, après seulement 2 mois, me permet de me retrouver entouré d'entreprises locales très réputées. Et donc je voulais remercier, je commence d'abord à remercier l'équipe avec qui je travaille, l'équipe de Gravity, qui sont 4 experts en innovation, tous les professionnels autour de cette table, bien sûr le PMI et Montpellier Management qui sont juste excellents en organisation, et surtout tous les professionnels qui nous font confiance depuis le premier jour et qui sont de plus en plus importants à adhérer au concept Reco. Donc en fait, Reco, c'est quoi? C'est l'envie de remettre l'humain au centre de son job. Et comment, en fait, avec une double mission. La double mission, c'est premièrement, permettre aux consommateurs que nous sommes tous de pouvoir découvrir des professionnels autour de nous. Parce que souvent, on passe devant des enseignes ou des boutiques et on ne sait pas qui est à l'intérieur et qui fait quoi. Donc le concept, c'est des mini-vidéos de 30 secondes où le professionnel se présente et présente son activité. Ça permet aux consommateurs de pouvoir mieux choisir, consommer éthique, consommer local. Et ça permet aux professionnels aussi de pouvoir toucher des personnes qu'ils n'avaient pas l'habitude de pouvoir rencontrer ou pas forcément toucher en termes de communication. Et grâce aux médias du digital, rentrer en contact avec eux et pouvoir gagner de nouveaux clients à des coûts moindres. Voilà. Merci. Eh bien, merci aussi pour cette invitation. Ravi d'être ici et d'être de l'autre côté des bancs à l'université de Montpellier. Donc je suis Arthur Brassard, business manager d'une entreprise qui s'appelle Diota, qui est une entreprise en partie montpelliéraine
et qui aussi a commencé dans un garage il n'y a pas si longtemps autour de Montpellier. Donc je pense que c'est un bon signe, hein. Il y a eu quelques réussites dans les garages. Diota, c'est une entreprise qui est au cœur de la transformation digitale et en particulier dans une démarche qui est l'industrie 4.0, la quatrième révolution industrielle, qui consiste à utiliser des outils intelligents, innovants, connectés dans les processus de production. Et donc nous sommes concepteurs et intégrateurs de logiciels et de matériel qui s'inscrivent dans cette démarche et qui sont basés sur des technologies de réalité augmentée, d'intelligence artificielle et de robotique. Donc nous, on va travailler sur la transformation digitale de nos clients et les accompagner dans leurs projets numériques de digitalisation. Aujourd'hui, Diota, historiquement, c'est d'abord l'aérospatial, le secteur de l'aérospatial. Aujourd'hui, on est sur une typologie de clients beaucoup plus variée qui va donc de l'automobile au BTP, à l'énergie et à la construction. C'est une entreprise qui est en forte croissance. On était 40 au début de l'année, on sera 105 début de l'année prochaine. Donc ça montre bien l'intérêt pour la transformation digitale de ces clients-là. Voilà. Merci. Bonjour, donc je m'appelle Christophe Champion, je suis cofondateur d'IOcéan. Donc IOcéan, c'est une ESN montpelliéraine. Le siège d'IOcéan est à Montpellier. Moi, je suis l'expatrié de service, parce que je viens de Paris, même de l'Oise. Donc voilà, j'ai eu un petit peu mal à venir ce matin, mais c'était important que je sois là ce soir. Donc on est aussi tout à fait concerné effectivement par la transformation digitale. C'est notre métier depuis maintenant 2001, donc presque 20 ans. Voilà, on développe des applications pour des clients qui sont effectivement tout à fait dans cette démarche de transformation digitale. On suit les projets, on les aide. Et on est aussi éditeur d'une solution à destination des sociétés de services pour gérer les projets et suivre les projets. Voilà. Bonsoir, je m'appelle Olivier Biscay, je suis le directeur de la rédaction de Midi Libre. Je suis ravi d'être là ce soir avec vous pour évoquer cette table ronde. Midi Libre, en quelques chiffres, 800 salariés, existence 75 ans et 200 journalistes sur l'ensemble du territoire de l'ex-Languedoc-Roussillon, et j'en ai la responsabilité puisque le directeur de la rédaction, c'est le patron des journalistes, tout simplement. Alors quand on dit Midi Libre, on ne l'associe pas forcément aux quelques mots qui sont là en thème de ce soir, digital, transformation et management de projet, puisqu'on se dit que c'est un vieux dinosaure de 75 ans qui évidemment fait du journal papier, et si je devais faire un test ce soir, personne ne lit le journal papier aujourd'hui, notamment Midi Libre, puisqu'en effet, ce n'est plus dans l'air du temps. Et cependant, Midi Libre est en pleine transformation digitale depuis 2 ans maintenant, très profonde. Nous avons des supports numériques et un site internet, midilibre.fr, qui aujourd'hui enregistre 26 millions de visites par mois, donc avec un volume extrêmement important. Et ça, c'est un des premiers éléments. Et puis, un des premiers éléments, et deuxième élément, c'est la transformation managériale des projets, qui m'intéresse aussi beaucoup ce soir dans cette table ronde, parce que pour faire de la transformation digitale, il faut porter un projet à tous les niveaux de l'entreprise. Donc il y a à la fois une transformation culturelle et une transformation managériale, ce dont on parlera, je crois, tout au long de cette table ronde. Merci. Bonsoir, Hélène Quillot, d'IBM. Je suis venue en vélo en descendant la côte depuis le site qui est ici à 700 mètres, tout près, où on est à peu près 700. IBM en France, c'est 7000 personnes. Et c'est à la fois de la fabrication de matériel, de la création de logiciels et une grosse entité de service. Et l'entité de service, elle travaille énormément pour accompagner la transformation digitale de nos clients. Et on travaille avec de grands acteurs français. On édite même chaque année un mémoire sur le sujet, la transformation digitale pour nos clients, en interviewant un certain nombre de décideurs. Et donc, ce que je voudrais discuter avec vous ce soir, c'est comment on y arrive, les défis que ça pose, et comment collectivement on peut progresser, apprendre en continu pour
faire face aux défis de demain et d'aujourd'hui en fait. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Alexandre Duran. Je suis l'un des cofondateurs de Gravity Innovation et moi aussi je suis ravi d'être avec vous tous ce soir. Particulièrement ravi parce que je suis un alumni Montpellier Management. J'ai déjà commencé à utiliser le mug pour pouvoir le montrer. Si je suis là ce soir, c'est parce que donc avec mes 3 associés, nous avons monté Gravity Innovation, qui est une entreprise qui va accompagner des porteurs de projets, mais aussi des startups, qui va accompagner des grands groupes ou encore des PME dans leurs projets innovants. Et qui dit projet innovant en 2019 et bientôt en 2020, va inclure bien souvent les outils digitaux. Et quand on accompagne des PME ou des grands groupes, parfois on doit passer par cette étape de la transformation digitale. Donc c'est pour ça que je viens en discuter avec vous ce soir. La transformation digitale, qu'est-ce que c'est? Et je vais rejoindre Olivier sur ce point, comme quoi c'est du management humain. On se rend compte que c'est beaucoup de coordination entre différents acteurs. Et donc nous, chez Gravity, on va accompagner justement à coordonner ces différents acteurs autour de ce thème. Donc on va pouvoir voir ensemble, grâce aux étudiants, les différents enjeux, les différents impacts de la transformation digitale. Donc, bonjour à tous. Je voudrais remercier les intervenants pour leur présentation. Notre première partie sera sur la stratégie. Donc, pour commencer, Monsieur Dudran, pourriez-vous nous expliquer en quelques mots pourquoi faut-il mener un projet de transformation digitale, à savoir le sens et les objectifs stratégiques de cette démarche? Alors, c'est une vaste question. Avant de parler de transformation digitale, je ne suis pas un spécialiste du digital et de la transformation digitale. Je suis vraiment un project manager qui fait de la transformation. Et je voudrais qu'on parle et qu'on évoque surtout la transformation et la stratégie. En fait, je pense que la transformation digitale, elle est au service d'une transformation qui est elle-même au service d'une stratégie. Donc, moi, dans mon expérience personnelle, alors déjà pour resituer, parce que je ne l'ai pas fait tout à l'heure, mais je suis donc dans ce qu'on appelle chez IBM, je ne suis pas face aux clients, je suis pas face à des clients externes, je suis face à des clients internes et je travaille avec des groupes projets qui sont assez gros pour faire de la transformation interne. Et on essaye d'appliquer en interne ce qu'on recommande ou ce qu'on propose de faire à nos clients. Et en fait, ce dont je m'aperçois, c'est à chaque fois qu'on est face à des grandes transformations, et moi j'appartiens à une organisation qui fait de la logistique, la Global Logistique, c'est un groupe mondial qui fait 7000 personnes, dont Montpellier était un acteur phare il y a encore quelques années et qui s'est énormément transformé. Juste pour faire une petite parenthèse, Montpellier ici c'était une usine où on fabriquait du mainframe il y a encore 15 ou 20 ans. Il y avait 3000 personnes. Aujourd'hui, il reste certes moins de 3000 personnes, c'est-à-dire à peu près 600 à 700 personnes, mais il n'y a plus aucune fabrication. Donc la transformation, ça a consisté en 15 ans ou 20 ans de passer d'une usine manufacturing à un centre de service de très haute volée qui accompagne nos clients dans la transformation digitale. Et ce que j'ai souvent observé dans ces phases de transformation auxquelles j'ai participé de manière globale ou locale avec mes collègues étrangers, c'est que souvent, ce qui est très important, évidemment, l'humain, on va y venir, il ne faut pas s'arrêter au digital et juste aux outils, mais il faut savoir d'où on part, ce qu'on est, quelles sont nos forces, nos faiblesses, dans quel écosystème on opère, pour savoir... Et puis réfléchir bien clairement où on va, et là c'est vraiment la stratégie, de façon à pouvoir mettre en place des plans de transformation, et après de s'entourer d'équipes qui sont capables de réfléchir à comment implémenter ces plans de transformation et surtout comment les délivrer. Et ce dont je peux témoigner, c'est que dans les années qui se sont passées, c'est qu'avant, au début, quand je faisais de la transformation, on pouvait avoir 1 an, 2 ans, 3 ans devant nous. Ok, c'était de la transformation industrielle.
Alors, je pense que vous, c'est des constantes de temps et des lead time qui sont très longs pour vous. Et de plus en plus, on va, même en interne, même quand dans un service interne, et même quand je fais du project management de transformation interne, on voit qu'on va vers des transformations qui sont de plus en plus complexes et de plus en plus rapides. Où il faut beaucoup explorer pour pouvoir définir les bonnes options. Ce qui est finalement ce qu'on retrouve beaucoup aussi dans les problèmes de transformation digitale sur le marché. Et donc, évidemment, pour résumer et pour conclure, je dirais qu'il faut vraiment savoir d'où on part, savoir qui on est, savoir où on va, avoir des bonnes méthodes et des bonnes pratiques de transformation, être très clair sur l'alignement entre la stratégie et la transformation, et puis adopter des méthodes de project management qui sont adaptées. Et évidemment, on l'évoquera sûrement, mais moi j'ai eu affaire dans mon parcours plutôt à des méthodes de type traditionnel, waterfall, que le PMI a très bien documenté, mais de plus en plus, dans des phases d'exploratoire de projets ou de programmes de transformation, on utilise aussi des méthodes agiles qui sont tout à fait utiles, même si elles sont difficiles à mettre en œuvre. Et encore une fois, pour terminer, ce qui fait la difficulté, c'est non pas tellement les outils qu'on manipule ou le livrable qu'on va mettre en place, que ce soit des capacités de production, que ce soit de l'infrastructure digitale, mais c'est vraiment comment on accompagne cette transformation et comment on manage dans cette transformation l'humain, la culture, l'organisation, la gouvernance. Voilà, ça ce sont des choses qui sont aussi très importantes à évoquer. Alors je ne sais pas si je réponds vraiment à la question, mais pourquoi mener un projet de transformation digitale? On le mène au service d'une stratégie, au service d'une transformation, et évidemment, c'est pour répondre soit à des menaces, soit à une évolution de son marché. On est dans un marché aujourd'hui qui évolue très 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 vite, qui a des disruptions de partout et je pense que tout le monde peut en témoigner. Et si on n'est pas capable et préparé à transformer et à se transformer, eh bien c'est simple, on reste sur le côté, quoi. Et juste pour terminer, l'usine ici était une usine qui employait 3000 personnes. Elle était en compétition avec un réseau d'usines mondiales. Pour survivre et maintenir de l'emploi, il a fallu effectivement se transformer. Et se transformer, ça voulait dire à peu près tout changer. La culture, les process, les offres, etc. Enfin tout, quoi. Voilà. Donc c'était vraiment une question de survie. Très bien, je vous remercie. Maintenant, Monsieur Champion, pourriez-vous nous éclairer sur d'autres aspects concernant cette question ? Oui. De pourquoi mener un projet de transformation digitale? Alors déjà, peut-être avant tout, on va essayer de définir ce que c'est que la transformation digitale, enfin, en tout cas de mon point de vue et du point de vue d'IOCéan. Donc nous, par rapport à IBM, on est une petite structure, on est une trentaine de personnes sur Montpellier, donc on ne s'adresse pas forcément au même type de clients qu'IBM. On travaille beaucoup avec des PME, avec quelques startups. Voilà, c'est vraiment des structures un peu plus réduites. La transformation digitale, pour moi, c'est la base, c'est vraiment de transformer un métier, un process ou un service rendu à un client en utilisant des outils du digital, du numérique, donc des applications, des choses comme ça. Donc, par exemple, le changement d'un métier par le digital, que tout le monde connaît, c'est les taxis avec Uber. Ça a été, voilà, c'est plus qu'une transformation, c'est une révolution, on peut dire, mais c'est vraiment un changement de métier. Ce métier de taxi était quand même pratiquement pas digitalisé, en tout cas essentiellement par téléphone, donc on ne peut pas forcément parler de digital. Et Uber est arrivé et a révolutionné, a proposé des applications aux clients, a simplifié la prise de contact. Voilà. Et ils ont aujourd'hui une grosse part de marché sur le transport. Pour ce qui est du process, on a travaillé par exemple avec des fédérations sportives. Donc, pour tout ce qui est classement des équipes, ils avaient avant des applications, ils avaient des fichiers Excel, ils récupéraient les résultats, ils calculaient des classements, ils mettaient à jour le site internet, tout était manuel. Donc c'était relativement peu digitalisé. Et on a mis en place effectivement une application qui permettait de saisir les résultats, de produire automatiquement les calculs des classements et d'afficher ça sur internet de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Et pour ce qui est du service rendu aux clients, c'est par exemple les drives. Aujourd'hui, tous les drives, Auchan, Carrefour, des choses comme ça. Jusqu'à présent, il y avait très peu de digitalisation.
On pouvait acheter éventuellement quelques produits sur ces grandes enseignes et aller les chercher en boutique. Mais voilà, la mise en place des drives a simplifié tout ça et a fait qu'ils sont vraiment rentrés dans le monde du digital par rapport à ça. Le Midi Libre ou ce genre de... Voilà. Aujourd'hui, c'est un vrai besoin, c'est une nécessité. Donc, pourquoi aller vers cette transformation ? Essentiellement, c'est effectivement pour gagner des parts de marché, pour améliorer le CA, pour réduire ses coûts, pour améliorer aussi la qualité de travail des employés, donc faire que les gens vont rester plus longtemps dans l'entreprise, il y aura moins d'absentéisme, donc c'est aussi une réduction des coûts indirects. Et c'est une nécessité absolue aujourd'hui pour la plupart des entreprises. On est en train de répondre à un appel d'offres, par exemple, pour une société qui fait des champignons, qui produit des champignons. Donc on peut se dire qu'ils sont très 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 loin du digital, mais n'empêche qu'ils ont des besoins. Ils ont besoin de savoir où ils en sont au niveau de la production. Et voilà, aujourd'hui c'est une nécessité absolue pour toutes les entreprises, à mon avis. Très bien, je vous remercie. Maintenant que nous savons mieux ce que c'est qu'une transformation digitale, nous allons aborder les acteurs. Monsieur Biscay, cela fait 2 ans que vous menez une transformation au sein de votre groupe. Pourriez-vous nous dire quels sont les acteurs de cette transformation et quel rôle ont-ils joué ? Je crois que d'abord c'est le rôle de tous. Pour que vous compreniez bien, Midi Libre, je vous l'ai dit tout à l'heure, 75 ans d'existence. Notre job premier était de vendre des journaux. Journaux dans les kiosques. Il y a encore 15 ans, on en vendait 300 000 par jour. Aujourd'hui, c'est 100 000 du lundi au samedi et 150 000 le dimanche. Imaginez le gap entre ce que nous faisions il y a 15 ans et aujourd'hui. Assez simple, on traverse, comme la plupart des médias français, une crise de consommation, de civilisation et de positionnement qui fait que beaucoup se sont tournés vers le digital. Et donc sont surtout sur leurs applications, les clients, sur les sites internet, oubliant peu à peu le papier et privilégiant le gratuit. Face à cela, il y a quelques années, nous avons considéré qu'il était temps de nous réveiller et d'aborder une stratégie plurimédia. Mais on ne fait de stratégie plurimédia que si l'entreprise elle-même se transforme, surtout lorsqu'elle est une industrie. Parce que nous sommes une industrie des médias, la presse. La presse, c'est une industrie qui repose sur une seule ligne, le contenu éditorial par le papier, avec des centres d'impression. Et donc la stratégie consistait il y a 2 ans à transformer bien sûr le papier vers le numérique, en travaillant les deux, mais aussi en transformant les équipes. Basiquement, à faire en sorte que les 200 journalistes n'écrivent pas simplement pour le journal papier, mais pour le papier et pour le contenu numérique sur midi.fr. Et en cela, la transformation s'installe. C'est-à-dire qu'on demande désormais à des journalistes, ce qui peut paraître basique pour nombre d'entre vous, nés dans cette, je dirais, modernité ou stratégie, mais d'écrire d'abord pour le web avant d'écrire pour le papier, de faire de la vidéo, de faire du podcast, de faire du webdoc, d'imaginer des formats nouveaux sur les supports numériques, alors que pendant des années, des populations entière de journalistes qui ont aujourd'hui 30 ans, 35 ans de présence, 20 ans de présence dans l'entreprise, eh bien, ont écrit pour le journal papier, avec un rythme qui n'était pas celui que nous connaissons, celui de la temporalité quotidienne, immédiate, ou sur nos supports numériques, l'application, téléphone, tablette, on est obligé d'avoir l'information. Et donc ça a nécessité la transformation. Donc les acteurs, ils sont larges. Bien sûr qu'il y a un cap qui est donné, donc il faut se transformer, mais il faut aussi évidemment que l'ensemble de nos journalistes, qu'ils soient rédacteurs sur le terrain, photographes, secrétaires de rédaction, se transforment dans leur propre métier, dans leur propre culture et je dirais dans leur propre quotidien. Et aujourd'hui, un journaliste, quand il est sur une information, pour que vous compreniez, une conférence de presse, quelle qu'elle soit, eh bien, écrit d'abord pour le web,
écrit pour les abonnés de l'application Milip.fr. Ensuite, va écrire un papier pour le journal papier du lendemain avec des angles différents et avec des considérations différentes, tout en faisant une vidéo face caméra pour expliquer en quoi la conférence de presse est importante dans l'actualité politique de la ville, et peut imaginer un podcast parce qu'on considère que ce sujet est suffisamment important pour que ça fasse l'objet d'un podcast. Donc c'est ça la transformation, et elle ne peut être simplement celle d'une hiérarchie. Parce qu'une fois qu'on a dit il faut se transformer, on n'a pas dit grand-chose. Hein. Et clairement, il faut changer. Il faut se moderniser. Bon, c'est les tartes à la crème. La réalité, quand même, c'est que sur le terrain, il y a 200 journalistes qui ne sont pas tous au même niveau de la transformation. Et donc, il faut les accompagner dans de la formation, les accompagner dans de l'innovation et dans la découverte de nouveaux supports. Donc, pour répondre à la question, vous l'avez compris, la transformation, si elle ne touche pas à la base du projet l'ensemble des collaborateurs, elle n'est pas aboutie et on peut la rater. Très bien, je vous remercie. Sur la même question, nous aimerions avoir l'avis de Madame Quillot. Oui, alors le rôle principal dans la transformation digitale, c'est vraiment le client. Le point central qui est dans tous les esprits des consultants qui accompagnent les clients, c'est l'utilisateur final, la personne qui va utiliser le service. Quelle est son expérience à lui ou à elle? Et ça paraît très trivial quand c'est dit comme ça, mais en fait on se rend compte que dans beaucoup de cas, on imagine en tant qu'employé d'une entreprise connaître nos clients, et en fait on ne les connaît pas vraiment. Donc on a développé des techniques pour les connaître vraiment. Alors, chez nous, on utilise une méthode qui s'appelle le design thinking, qui est héritée de méthodes développées par Stanford University. Et toute l'idée, c'est d'arriver à se projeter dans les vraies chaussures des utilisateurs finaux. Et on a évoqué Uber plus tôt. C'est vraiment grâce à ça qu'ils ont pu faire, eux, l'impact qu'ils ont eu. C'est en se rendant compte que c'était désagréable pour un client de rentrer dans un taxi sans savoir combien il allait payer à l'avance. C'était désagréable de courir partout chercher un taxi. Et donc, en identifiant ces points de friction, ces points d'énervement, ils ont travaillé là-dessus et ils ont créé une solution qui adresse ces points d'énervement. De la même manière, quand la TAM ici sort une application mobile sur laquelle on peut recharger son ticket de manière numérique en mettant son numéro de carte bleue, eh bien, on enlève un point de friction qui est je me trouve devant la machine pour acheter un ticket, et puis le tram arrive et j'ai pas le temps d'acheter mon ticket avant de monter dans le tram. S'il me faut encore 3 secondes avant d'acheter mon ticket, il n'y a pas de souci, quoi. Donc c'est vraiment en partant du client et en comprenant les différentes étapes de son scénario actuel, là où sont les points de friction, et trouver des idées novatrices pour adresser ces points de friction, les enlever, et c'est comme ça qu'on définit un nouveau service. Et ça passe évidemment par des technologies numériques qui vont être la mobilité, qui vont être la voix de plus en plus, le téléphone mobile évidemment, mais ça finalement ce ne sont que des moyens. Je vous remercie. Monsieur Maury, en tant que start-up, que pouvez-vous nous dire sur les acteurs ? Alors, déjà, je pense qu'il y a quelque chose sur lequel on est tous d'accord, c'est que le digital a fait sauter 2 barrières qui sont importantes, qui sont la distance et le temps. On parle de géolocalisation, on parle de mobilité. Les acteurs, nous on estime que toute personne qui utilise un écran est un acteur. Et des écrans, on s'en sert tous les jours. On s'en sert pour acheter, pour vendre, pour chercher, pour faire du sport, du e-sport maintenant, pour la médecine. Et comme on le disait à l'instant, beaucoup de secteurs majeurs ont été transformés justement par le digital, que ce soit la finance, que ce soit les médias justement, que ce soit l'administration aussi. Et en fait, l'avantage qu'on trouve dans une start-up comme la nôtre, comme beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes, et on en fait tous partie, qui ont des idées, et en face de nous, il y a une technologie. Et ce qui est génial, c'est de pouvoir utiliser la technologie actuelle pour mettre en place nos idées et les développer, ou au contraire, se dire, voilà, la technologie aujourd'hui, c'est ça,
qu'est-ce que ça crée comme idée pour que je puisse ensuite m'en servir. Mais peu importe l'ordre, l'idée ou la techno, ce qui est pour nous le plus important, c'est que ces deux-là, communiquer ensemble, puissent permettre, de pouvoir aider les entreprises à améliorer leur performance et pouvoir améliorer, parce que ça on en est capable, pouvoir améliorer le niveau de vie humain. Très bien, je vous remercie. Maintenant, nous allons passer à une question aussi importante. Monsieur Brassard, pourriez-vous nous dire quelques mots sur les enjeux associés à la transformation digitale? Eh bien, donc quelques mots. Alors, il y a des thèmes que j'ai entendus qui vont revenir, et on est toujours, je pense, dans la logique du pourquoi et pourquoi cette transformation digitale. Je pense que l'enjeu, c'est aussi un risque, c'est est-ce qu'on veut continuer à exister dans son marché? C'est-à-dire qu'on parle de transformation digitale, mais je pense qu'on peut aussi parler de révolution digitale. Et finalement, les entreprises qui vont prendre ce virage et la façon dont ils vont appliquer cette transformation digitale vont faire en sorte qu'ils vont rester sur leur marché. Donc il y a des démarches, il y a des dynamiques de rester compétitif, d'être performant. Et j'ai entendu tout à l'heure, et c'est un thème que j'apprécie particulièrement, de remettre l'humain au centre du process pour valoriser en fait son opération, son process, etc. Dans le cadre de Diota sur la transformation donc, de processus industriels, on a réduit par exemple des opérations qui prenaient 3 jours, on les a réduits à une demi-journée en comprenant en fait les goulots d'étranglement et les points de lenteur au final et de friction pour les opérateurs. Donc finalement, quelquefois, c'est aussi regarder les indicateurs de performance, comprendre les indicateurs de performance et aussi comprendre l'organisation dans ce qu'elle a de formel et d'informel. C'est une intégration sur les différents départements, une intégration sur les différents outils de l'entreprise. Et vraiment dans la partie informelle, quelquefois, nous, on a eu de superbes retours et les meilleurs indicateurs de performance à la machine à café des opérateurs qui discutaient entre eux de l'intégration et de cette transformation digitale au sein de l'entreprise. Très bien, je vous remercie. Je pose cette même question sur les enjeux à Monsieur Duran. Merci. Alors oui, au niveau des enjeux de la transformation digitale. Ce que j'aimerais rajouter sur la transformation digitale pour une entreprise, c'est que, encore plus que d'être une nécessité, aujourd'hui la transformation digitale, c'est une opportunité. C'est une opportunité de répondre à différents enjeux, que ce soit par rapport à des enjeux d'agilité, à des enjeux de performance, ou même à des enjeux de bien-être au sein d'une entreprise. Et je vais détailler mon propos sur ces trois thématiques. D'agilité, pourquoi? Parce que comme on l'a vu, la transformation digitale va permettre de gagner énormément de temps au sein d'une entreprise, de libérer les process. Ça va permettre aussi d'accélérer les processus de décision et aussi les processus de validation. J'imagine que dans les grands groupes ou dans les grandes entreprises, ces processus-là, grâce à l'outil digital, ont dû être très vivement accélérés. Donc cette libération des process, ça va permettre d'être beaucoup plus agile, mais ça va permettre aussi, et ça on l'a dit, notamment grâce à des méthodes comme le design thinking, de mieux comprendre le besoin de ses utilisateurs et donc d'adapter aussi son fonctionnement à ces besoins que l'on a mieux compris, notamment grâce à ces méthodes-là. Donc d'être plus performant. Donc la transformation digitale va aussi permettre à une entreprise de répondre à des enjeux autour de la performance. Et enfin, j'aimerais parler du bien-être, parce que comme on l'a dit, la transformation digitale dans une entreprise, c'est aussi du management humain. Et aujourd'hui, notamment pour vous, qui pouvaient être les étudiants de la nouvelle génération, c'est important aussi de se sentir considéré, de se sentir responsabilisé et de pouvoir aussi libérer son potentiel, que ce soit créatif ou son potentiel au sein d'une entreprise. Les outils digitaux au sein d'une entreprise permettent aussi ça. Pourquoi? Parce que ça va permettre un échange beaucoup plus rapide, ça va permettre des échanges beaucoup plus horizontaux plutôt que verticaux, et ça va permettre aussi donc, de répondre à un enjeu de bien-être au sein d'une entreprise. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, pour finir sur la stratégie, M. Biscay nous a expliqué comme quoi ça a été une nécessité pour son entreprise de mettre en place cette stratégie, mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, une entreprise peut continuer sans mettre en place ce processus ?
La réponse est non. Non, je ne le crois pas parce que je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure. Je l'ai souvent dit aux équipes de journalistes que j'ai rencontrées il y a 2 ans lorsqu'on a lancé le projet Conquête 2020. Continuer ainsi, c'est disparaître. Continuer ainsi à considérer que le lecteur va revenir, à considérer que la civilisation du papier reprendra le pas sur celle du numérique, qui est une mode. Tout ça, c'est du baratin. Tout ça, c'est considérer qu'on va forcément dans le mur. Donc la réalité, c'est de pouvoir se dire que oui, il faut changer. Et que le vrai changement, il passe par là, par le fait que chacun, au sein de l'entreprise, comprenne que le projet global que nous conduisons, c'est celui d'aller capter un nouveau lectorat, un nouveau client, et qu'on va être là où sont les gens. Et ça change véritablement, pour nous, à Midi Libre en tout cas, le process. Parce que auparavant, là encore il y a 15 ans ou 20 ans, personne ne se posait la question de la manière dont se vendait le journal, puisque les gens allaient au kiosque, l'achetaient, il n'y en avait qu'un, situation monopolistique, et tout ça passait sans problème, et on était par ailleurs dans une stratégie d'opulence. Là, tout cela est terminé. Les gens se renseignent ailleurs, la presse gratuite s'est installée, l'audience numérique sur d'autres pure players a fortement augmenté, et nous, face à cela, il fallait qu'on se réveille. Et donc, on est parti de ce constat-là, on change pour vivre, pour se développer et pour aller capter un lectorat différent. Et je le dis souvent à mes journalistes, soyons là où sont les gens. L'important, c'est qu'ils puissent nous acheter du contenu, que le contenu soit print. Quelle que soit la situation, urbaine ou rurale, que le contenu soit numérique, que le contenu soit vidéo, que le contenu soit voix par le podcast, eh bien le contenu doit être de qualité et donc on va toucher des populations diverses dans ce processus. Et ça permet ainsi, je crois que quelques-uns l'ont dit, d'avoir aussi une stratégie et une transformation positive. Parce que vous l'imaginez bien, quand on dit tous transformation, et je l'ai vécu et je le vis encore, ça passe évidemment par des réductions d'effectifs, pas bon, par des situations sociales compliquées, et donc la transformation, elle est aux racines même de l'entreprise. On se dit, est-ce qu'on continue avec les mêmes équipes, avec les mêmes effectifs, avec les mêmes structures? Et la réponse est 3 fois non. Parce qu'évidemment, pour aller plus loin dans le développement, il faut savoir réorienter les profils, réorienter les équipes et faire des choix là encore stratégiques, fondamentaux, pour permettre le développement vers de nouvelles technologies, en le faisant vivre, et c'est certainement le plus compliqué, de manière positive au plan managérial. Comment c'est une aventure positive et pas forcément la simple illustration de la décroissance et de la nécessité de faire des économies ou en tout cas de faire du chiffre d'affaires en l'occurrence. Très bien, je vous remercie. Après avoir développé cette partie sur la stratégie de la transformation digitale, nous allons maintenant aborder un autre volet relatif à la mise en place. Monsieur Brassard, pourriez-vous nous dire quelles sont les méthodes qu'il convient d'adopter pour la réussite de cette transformation? Bien sûr. Alors, donc les méthodes, finalement, c'est comment on va accompagner le client dans sa transformation digitale. En tout cas, dans le cadre de Diota, nous, on n'a pas de transformation digitale à opérer, mais cette transformation, elle est externe, elle est chez notre client. Et donc, on va se poser la question de comment libérer des unités d'agilité et d'innovation chez nos clients. En sachant que dans 99% des cas, aujourd'hui, ce sont des grands industriels qui ont une organisation extrêmement, je dirais, complexe, avec des fonctionnements extrêmement complexes, et il va falloir finalement apporter du changement dans cette organisation. C'est extrêmement difficile, et c'est la raison pour laquelle majoritairement, nous travaillons avec un outil qui est formidable pour nous, qui est le POC. Alors, qu'est-ce que c'est un POC? C'est l'atelier Proof of Concept. C'est-à-dire qu'on va venir, par exemple, choisir dans une entreprise une unité, une petite unité, qui va permettre de donner des indicateurs de performance qui vont pouvoir être répliqués sur l'intégralité de l'organisation du client. Donc c'est une méthode pour gagner de l'agilité et permettre de faire ce changement, puisque le changement est extrêmement compliqué sur ces grands groupes.
Je vous remercie. Monsieur Biscay, je reviens vers vous. Avez-vous d'autres éléments à rajouter concernant la question ? Est-ce qu'il y a des éléments à rajouter ? Oui, peut-être sur les indicateurs, peut-être. À part que vous posiez peut-être la question tout à l'heure dans une autre partie. La question, c'était sur les méthodes qu'il convient d'adopter. Oui, sur les méthodes, on en a plusieurs. En réalité, un message qu'on a passé partout à la rédaction, c'est « testons ». C'est aussi une petite nouveauté quand même. Vous savez que dans les entreprises, tout coûte, tout compte. Alors surtout quand on a des directions générales et des présidences qui sont encore plus comptables que les opérationnels que parfois nous pouvons être. Donc ça signifie clairement qu'on nous dit attention au projet, tout ça est un investissement, ne le faisons pas n'importe comment. Et par rapport à ça, on s'est mis dans une démarche de test. Quand on est dans une transformation, il n'y a rien de pire que de dire aux équipes « Bon écoutez, on transforme, mais on transforme selon nos dires, selon nos choix. » Donc testez tout. Si ça marche, on garde, on développe, on duplique. Si ça ne marche pas, on s'en rend compte très vite et on s'en débarrasse. Et on passe à autre chose. Et ça a été une méthode gagnante parce qu'on s'est rendu compte qu'avec un grand nombre de journalistes qui ne touchaient pas du tout leur bille sur le numérique, sur la transformation digitale, eh bien, on a vu apparaître des journalistes qui ont développé des produits, des supports numériques autour de la voix, autour de la vidéo. Certains qu'on a conservés, estampillés, dupliqués, et d'autres qu'on a très vite jeté. Et puis il y a ce que vous avez développé, c'est le design thinking. On a par exemple sur une application numérique gratuite autour de la culture, autour du loisir que nous lançons dans les prochaines semaines, créer une cellule d'innovation qui a réfléchi pendant plusieurs semaines au projet. Et là aussi, on est allé choisir des équipes qui avaient à la fois de l'envie, de la motivation et qui s'écartaient du quotidien et de l'actualité pendant plusieurs semaines pour avoir carte blanche. Et je leur ai dit, carte blanche, faites. Et puis, on verra ensuite ce que cela peut donner. Et ça permet d'identifier à la fois des personnels dont on n'imaginait pas qu'ils aient au fond d'eux des capacités de transformation réelles. Et c'est dans ces circonstances-là qu'on sort souvent les meilleurs ou les plus beaux projets, en tout cas. Très bien, je vous remercie. Sur le même propos, j'invite Madame Kio, qui accompagne les clients dans cette transformation digitale, pour nous dire quelles sont les méthodes d'accompagnement à mettre en place pour les clients. Des méthodes de gestion de projet. Non, c'est un projet de transformation digitale, c'est un projet. Donc effectivement, il y a différentes phases, il y a différentes étapes. Typiquement, on commence par une phase de cadrage. Donc c'est là où on va effectivement faire des ateliers de design thinking, mieux comprendre ce qu'on veut faire, générer des idées. En général, on génère beaucoup d'idées et donc il faut les hiérarchiser en fonction. En général, on fait ça selon deux axes, l'impact que cette idée va avoir sur le résultat escompté et la faisabilité. Et en fonction, évidemment, on va commencer par les idées qui ont le plus d'impact et qui sont le plus faisables. Et l'idée générale de cette approche, c'est de se dire, bon, on pense très ambitieux, on rêve, on imagine qu'est-ce qu'on serait dans 20 ans, 30 ans, à quoi ressemblent nos clients, et vraiment on se projette, très ambitieux. Par contre, on veut démarrer petit et démarrer fort. Donc le POC peut être une partie de la réponse, effectivement. C'est-à-dire qu'on veut tout de suite choisir un cas d'usage, une chose, mais qu'on va faire bien. Et on va la faire jusqu'au bout, expérimenter, typiquement en co-création entre les équipes clients, les équipes techniques, parce que c'est la meilleure façon pour aller le plus vite possible. Et surtout, ce qui est particulier dans des projets de transformation digitale, c'est que très souvent, on a une vague idée de là où on veut aller, mais le périmètre n'est pas très bien défini. Donc ça, c'est un environnement où les méthodes agiles sont très très puissantes, puisqu'on va pouvoir réajuster au fur et à mesure selon ce qu'on découvre au fil du temps. Donc on peut très bien démarrer sur une idée, la prototyper, la mettre en mini-prod avec quelques utilisateurs et se rendre compte que ça ne prend pas du tout. C'est pas très grave, parce que de toute façon, on a fait un cycle, 2 cycles, 3 cycles, c'est une mauvaise idée, comme disait Monsieur Biscay, on l'abandonne et puis on passe à autre chose. Mais par contre, on va aller très vite dans l'abandon de ce qui ne fonctionne pas, très vite aussi
dans la réalisation de ce qui marche. Et donc une idée qui va être mise en prod avec il y a des codes, les minimum viable product, quelque chose qui est vraiment minimum, mais qui va être adopté, commencer par être adopté par les uns les autres, et pouvoir grossir petit à petit parce que on grossit le cas d'usage sur plus de cas d'utilisation, sur un panel d'utilisateurs différents, sur différents langages, enfin sur d'autres dimensions. On le fait grossir à partir d'un nœud dont on sait déjà qui fonctionne. Donc c'est une approche itérative qui est très puissante et qui permet d'avancer et de réaliser au fur et à mesure que le brouillard s'éclaircit sur là où on va. De sprint en sprint, on sait de mieux en mieux où on va et on délivre de la valeur à chaque fois. Et merci. Monsieur Maury, encore une fois, en tant que start-up, quel est votre point de vue sur l'accompagnement ? Alors, l'accompagnement des clients, bien sûr, ça dépend de qui sont nos clients. Chez nous, c'est des TPE, PME. Et on passe énormément de temps à leur poser des questions. Et ce qui revient à chaque fois, c'est que, quelle que soit leur activité, elles sont toutes différentes parce que ce sont des artisans, des commerçants ou des libéraux. Il y a toujours quelque chose qui revient, c'est qu'ils sont submergés parce qu'ils ont plusieurs casquettes. Et nous, en fait, notre job, c'est essayer de leur faciliter la tâche pour qu'ils puissent se concentrer sur ce qu'ils aiment faire le mieux, c'est-à-dire leur métier. Donc, en fait, on essaie de savoir avec eux qu'est-ce qu'ils veulent faire, de quelle manière, quelle est leur cible, comment ils veulent les toucher. Et on leur propose aussi des médias parce que forcément, ils sont matraqués de propositions, ils sont matraqués de canaux, ils ne savent plus lesquels utiliser. Donc, on essaie de trouver en fonction de leur cible le produit ou le service qu'ils veulent mettre en avant, quel est le meilleur moyen de toucher leur potentiel client. Et donc, on passe aussi énormément de temps à rencontrer leurs futurs clients et poser à eux-mêmes la question, vous, si vous avez besoin d'acheter ou de consommer tel ou tel produit ou service, qu'est-ce que vous utilisez? Donc le but, en fait, c'est d'arriver à faciliter pour le professionnel la façon dans laquelle il va pouvoir arriver à communiquer dans un média ou dans une transformation sur lequel souvent ils sont un peu perdus. Pour la petite info, sur les dernières réunions qu'on a pu faire, on se rend compte que la plupart des chefs d'entreprise ont entre 40 et 60 ans. Pour eux, ce qui est important aujourd'hui, c'est d'avoir un site et ils utilisent Facebook. Alors qu'en face, leurs futurs clients de demain, ils utilisent beaucoup plus les applis, ils sont beaucoup plus sur Instagram ou autre. Donc on essaie de trouver forcément ce lien entre les deux et de leur proposer. Voilà, donc ça c'est l'accompagnement client qu'on apporte aujourd'hui. Très bien, je vous remercie. Monsieur Champion, selon vous, quelles sont les phases du déroulement d'un projet de transformation digitale? Donc, quelles sont les ressources et les moyens? Alors, chez IOCéan, on privilégie, je pense comme la plupart des gens ici, les méthodes agiles. L'idée, c'est vraiment de s'adapter le plus aux besoins du client et d'arriver à un résultat qui correspond à son besoin, à ses attentes et aussi à son budget. Parce que, encore une fois, on s'adresse à des PME donc, qui n'ont pas forcément des budgets illimités. Donc les principes des méthodes agiles, il y a 4 principes fondamentaux. C'est d'abord privilégier l'individu et les interactions plutôt que les processus. Donc ça veut dire bien écouter les utilisateurs, bien comprendre leurs besoins et essayer de coller au maximum et répondre au maximum à leurs attentes et pas forcément coller au processus qui existe aujourd'hui dans l'entreprise, plutôt essayer de coller vraiment aux demandes des utilisateurs. Le deuxième principe, c'est délivrer des logiciels opérationnels plutôt que d'avoir une doc fournie et abondante. Alors bien sûr, la documentation est importante, mais normalement une application qui est correctement développée et correctement qui correspond aux attentes des utilisateurs doit pouvoir être utilisée sans documentation. Aujourd'hui, je pense que parmi vous, il y a très peu de gens qui lisent une doc avant d'utiliser une application ou un matériel quelconque. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de rendre ce genre de solution et de mettre en place les outils qui permettent de tester l'application, de la tester automatiquement pour avoir quelque chose de réellement opérationnel et utilisable. Le quatrième principe, c'est favoriser la collaboration. Le troisième principe, pardon. C'est favoriser la collaboration avec le client plutôt que la négociation du contrat. Donc ça, c'est un point très, 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 très important. Dans les méthodes agiles, on doit vraiment fonctionner en partenariat avec le client, en collaboration. C'est toujours compliqué, surtout nous, on s'adresse beaucoup à des PME, donc ce n'est pas forcément des sociétés qui ont 15 projets. Donc on est souvent
la première société ou le premier partenaire ou le premier prestataire à qui il s'adresse pour développer une application. Et forcément, la confiance, ça ne se décrète pas. Donc il faut arriver à mettre les gens en confiance. Mais ça veut dire aussi qu'il faut être capable de dire non à son client. C'est-à-dire qu'il faut être capable de lui expliquer pourquoi cette fonctionnalité ne doit pas être faite comme ça ou doit être faite différemment. C'est une vraie négociation et bon, ça, en général, on arrive à trouver les arguments, on arrive à fonctionner de cette manière. Et le dernier principe des méthodes agiles, c'est l'adaptation au changement plutôt que le suivi d'un plan strict. Et ça, c'est aussi un point très très important dans le travail. C'est pour ça qu'on travaille en itératif. On ne travaille plus du tout en méthode en V, comme ça a pu exister quand j'ai commencé à travailler, où on faisait toute une phase d'étude qui durait plusieurs semaines, voire plusieurs mois. On développait tout pendant 6 mois, 1 an, et on livrait au final une application qui n'était pas du tout en adéquation avec les attentes. Aujourd'hui, on fait vraiment des itérations courtes. On met en place des développements sur 2-3 semaines. À chaque phase, en début d'itération, on vérifie avec le client que les besoins qu'on a vus, qu'on avait définis initialement au début du projet sont toujours en adéquation. On est capable d'adapter aussi le logiciel sur une itération suivante. On est capable d'adapter les itérations précédentes. Et l'idée, c'est vraiment de délivrer un produit qui corresponde à ses attentes et qui corresponde aux changements qui peuvent arriver tout au long d'un projet. Très bien, je vous remercie. Monsieur Duran, pensez-vous que le projet de transformation digitale peut être mené à n'importe quel moment ou faut-il choisir un moment propice, par exemple faire une étude d'abord ? C'est mieux de le faire au moment propice. Maintenant, la question, c'est quel est ce moment ? Pour reprendre ce qui a été dit juste avant, en fait, le bon moment de mener à bien une transformation digitale, c'est le plus tôt possible pour répondre à un besoin qui a été identifié. Donc je ne vais pas revenir sur les méthodes pour identifier les besoins. On a vu avec le design thinking sur les échanges ou ce genre de méthode. Mais je dirais que c'est à ce moment-là. Et après, comment faire pour faciliter notamment une transformation digitale dans une grande entreprise ou dans un grand groupe ou dans une entreprise qu'on va accompagner. Tout simplement, pour nous, l'idée, c'est d'utiliser les méthodes d'open innovation en mettant en place au sein de ces entreprises des équipes dédiées. Et que ces équipes dédiées, qui seraient des équipes donc, par définition agiles, avec une méthode d'itération pour pouvoir tester très rapidement, peut-être aller très vite à l'échec, mais pour pouvoir justement après réadapter le process aux besoins. Ces équipes dédiées au sein même des entreprises, elles vont fonctionner finalement, quand on observe, comme une start-up va fonctionner dans son environnement. Quand on regarde une start-up, donc par définition, par nature, elle est très agile. Par définition, par nature, elle va utiliser le Lean Startup avec l'itération. Mais surtout, et c'est le message que j'ai envie de transmettre avec ma prise de parole, elle va travailler avec une vision écosystémique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une start-up, et clairement, pour elle, c'est évident qu'elle ne va pas pouvoir mener à bien toute seule dans son environnement. Elle va réussir à créer des connexions avec son écosystème pour pouvoir performer et pour pouvoir répondre à des besoins. Et ben, pour ces équipes dédiées au sein d'un groupe ou au sein d'une entreprise qui souhaiterait travailler sur sa transformation digitale, eh bien, à elle de travailler de manière écosystémique avec le reste de l'entreprise pour pouvoir mobiliser un maximum autour de ce projet de transformation digitale et pour pouvoir, et je vais introduire sur la question suivante, entamer la conduite du changement au sein même de l'entreprise pour faciliter le processus de transformation digitale. Donc justement, pour mieux développer pour parler de la conduite de changement, Monsieur Dudran, pourriez-vous nous dire quelque chose là-dessus ? Oui, encore une fois, moi je parlais d'une expérience qui est encore plus à l'intérieur d'un gros groupe et de transformations qui sont à la fois digitales et industrielles. Donc, par exemple, mise en place d'un ERP, consolidation de missions d'un site sur un autre, etc. Dans ce contexte-là, la conduite du changement, les facteurs clés que j'observe, ou que j'ai pu observer, moi, c'est d'abord l'humain. Il faut être extrêmement centré sur l'humain. Et comprendre les parties prenantes autour de votre projet de transformation.
les parties prenantes, ce qu'on appelle les stakeholders, c'est évidemment énormément de gens. Il faut bien comprendre cet écosystème, quels sont leurs intérêts et comprendre ceux qui vont vous accompagner et ceux qui ne vont pas pouvoir vous accompagner. Donc je pense qu'une fois que vous avez fait cette analyse précise, et moi dans mon cas j'ai quand même des transformations à mener dans des gros groupes ou dans des grosses équipes projets qui sont qui mixent des méthodes agiles et des méthodes traditionnelles waterfall, hein, parce qu'en fait on a des plans extrêmement précis à suivre avec des contraintes fortes. De temps en temps on a des phases exploratoires où il faut effectivement utiliser plutôt des méthodes agiles ou de transformation digitale. Mais à l'arrivée, ce qui est très important, c'est d'être capable de partager la vision, c'est-à-dire le pourquoi de la transformation avec vos équipes, de vous assurer que les leaders en charge de cette transformation, c'est-à-dire les leaders opérationnels qui vont mettre en place cette transformation sont acquis à votre cause et que s'ils ne le sont pas, vous les écartez ou vous les gérez différemment. C'est très important. Il y a effectivement une autre chose qui est importante, c'est qu'il faut beaucoup accompagner l'humain du point de vue psychologique et il y a des dynamiques de groupe, il y a des dynamiques personnelles. Hein, par exemple, quand vous consolidez, vous fermez une activité à un endroit, vous en ouvrez une autre, ou quand vous amputez une partie de l'activité et que vous expliquez aux gens qui sont concernés que c'est une opportunité, pas forcément quelque chose de dramatique, il faut l'accompagner, il faut que le middle management et les équipes l'accompagnent avec, je dirais, à la fois rigueur, mais aussi empathie. Et c'est un peu cet équilibre qui est difficile. Et là, la formation est très importante. La formation de votre middle management est très importante. La formation des gens qui vont être amenés à reconstruire leur savoir-faire, à reconstruire leur métier, à reconstruire ces processus ou aller transférer à d'autres pour aller pouvoir faire autre chose. Voilà, ça c'est aussi très très important. Donc pour résumer, je dirais communiquer beaucoup la vision, expliquer le pourquoi, être très accompagnant, communiquer beaucoup évidemment, être très conscient de son écosystème et de toutes les parties prenantes, que ce soit interne, externe, en haut, en bas, un peu partout, et puis aussi mettre en place des gouvernances efficaces. Et une transformation, une conduite de changement, ça se mesure aussi. Ça se mesure du point de vue de la performance de la transformation en termes de résultats de la transformation, mais aussi de l'engagement des équipes. Par exemple, IBM, si je prends juste cet exemple-là, IBM est une entreprise qui n'a jamais arrêté de se transformer au niveau global. Nous avons très régulièrement, à tous les niveaux et à tous les étages, des enquêtes d'engagement qui permettent... En place, nous allons donc passer à un petit moment de questions. Pour une question de temps, nous allons prendre 4 à 5 questions du public et nos invités ici répondront juste après. Qui a des questions ? Bonsoir, je vais me présenter, je suis Bastien Ortiz, je suis étudiant en Master 2 en management de projet. Je suis chef de projet dans une grande entreprise de distribution de matériel médical et je suis en charge d'un projet d'automatisation des commandes, donc je travaille au sein d'un service client. J'ai une question plus particulière pour Monsieur Dudragne. Vous avez parlé de conduite du changement. Moi, je voulais savoir, en fait, ce projet que je mets en place va mener à une réorientation des missions des personnes qui saisissaient les commandes manuellement. Moi, j'essaie de commencer à préparer le terrain sur ce changement-là. On fait des réunions régulières avec le personnel. Est-ce que vous avez peut-être d'autres conseils à donner par rapport à ça pour faire accepter ce changement et pas non plus parce que s'il est refusé de la part de l'équipe, ça ne marchera pas. Non, effectivement, Merci. ça ne marchera pas. C'est un des gros problèmes auxquels on est confronté. D'abord, la première chose, encore une fois, communiquer, expliquer, faire participer ces acteurs. Ils sont acteurs du changement. D'accord, ce changement, vous devez pouvoir leur expliquer que c'est une opportunité pour eux. Ça a été dit tout à l'heure, mais c'est vrai sur un marché, c'est vrai pour une organisation, c'est vrai pour un individu. La vie est faite de changements et de transformations individuelles. Je veux dire, bon,
Personne aujourd'hui, alors peut-être pour les jeunes générations c'est plus facile que les anciennes, mais personne aujourd'hui n'imagine qu'on va finir et on va faire la même chose toute sa vie et qu'on va jamais être confronté au changement. Ce qu'il faut, c'est arriver à leur expliquer, à les prendre avec vous, à leur donner la vision, à dédramatiser. Moi j'ai vécu des fois où effectivement, il y a des fois où le gars, quand il voulait supprimer son job, ou que vous lui expliquez qu'il ça va être remplacé par une fonction automatique et que ce qu'il faisait n'avait aucun sens, non. Donc non, il faut vraiment, je pense, encore une fois, leur donner la perspective, les faire participer au maximum à la redéfinition du métier, du savoir-faire, parce qu'en fait finalement l'outil digital, si vous faites ça, j'imagine c'est pour des questions de productivité, de fluidité, de réactivité sur votre marché. Voilà, donc vous allez leur expliquer que très probablement vous faites ça parce que ça va leur permettre d'automatiser des tâches ingrates, mais de leur donner de la bande passante pour faire quelque chose de plus important et qui générera de la valeur dans la chaîne de valeur de l'entreprise. Et c'est là qu'il faut que vous les ameniez à réfléchir et que vous les fassiez participer. D'accord ? Alors après, il y en a qui... après, il y a plusieurs profils. Il y a ceux qui mettront très longtemps à faire le deuil et à rebondir. Et puis il y a ceux qui sont câblés pour, de toute façon, sauter sur la moindre opportunité qui passe. Il faut capitaliser sur ceux qui sont prêts au changement et qui vont être des leaders qui vont entraîner les autres. C'est ceux-là qui vont vous aider. C'est ceux-là qu'il faut identifier et qu'il faut prendre avec vous et pour entraîner le reste. Il y a les problématiques de rôle modèle. Encore une fois, accompagnement, formation, vision, écoute, prendre en compte ces caractéristiques de comportement humain qui sont extrêmement primordiaux, parce que vous ne faites pas une transformation sans que les équipes participent et adhèrent. Ça ne marche pas. Ou alors ça marche à marche forcée, et puis après ça s'écroule parce qu'ils ne vont pas l'exécuter. Ou alors c'est des choses plus violentes, ça existe, ça arrive. Et des fois, alors il y a aussi ça, des fois il y a des choses plus violentes, et là il faut effectivement des équipes de leadership qui soient aussi claires sur leur objectif et déterminées dans les actions. Il y a des fois des choses difficiles à faire, il faut les faire aussi. Mais bon, le mieux possible c'est d'avoir les gens avec vous et qui vous accompagnent. Enfin, je ne sais pas si ça répond vraiment à la question. Ouais. Et en complément, moi j'aimerais vous raconter une petite histoire d'un gros projet qu'on a fait avec un de nos clients, une grande banque française qui s'appelle le Crédit Mutuel. Avec eux, on a construit une solution d'intelligence artificielle qui permet le pré-traitement des emails des chargés de clientèle. Et ça, quand ça a été annoncé au départ, en septembre 2015, ça a fait très peur, et notamment aux syndicats qui ont dit « mais attendez, si vous commencez à traiter les emails à la place des collaborateurs, ça veut dire que vous allez dégraisser et licencier des personnes ». Et donc la manière dont IBM avec le Crédit Mutuel, nous avons conduit le changement, c'est effectivement en embarquant des chargés de clientèle. On s'est assis à côté d'eux et racontez-nous quoi. Qu'est-ce qui est important pour vous ? Si on choisit de pré-traiter les emails, où est-ce qu'on s'arrête et qu'est-ce qui vous rend le plus service ? Et en faisant ça, donc non seulement on a défini un certain périmètre, mais surtout on a vraiment bénéficié de l'expertise de ces personnes. Et comme elles faisaient partie du projet, ce qui est remonté, c'est nous, ce qui nous importe, l'informatique, on veut passer moins de temps sur les emails, c'est très bien. Par contre, on veut passer du temps avec nos clients, parce que nous, notre rôle, c'est un rôle de conseil. Et donc, ça a complètement désamorcé le conflit, puisque non seulement ils étaient embarqués, mais en plus ils étaient demandeurs, parce qu'ils ont vu l'intérêt pour eux. Pour compléter, pardon, allez-y, je vous en prie. Après, je rajouterai une réflexion sur la notion de temps et de timing dans le changement, qui est vraiment une contrainte importante. Mais je vais d'abord vous laisser. Merci. Peut-être aussi une autre anecdote. Il se trouve que j'ai été longtemps directeur de la rédaction de Nice Matin, enfin du groupe Nice Matin en PACA, et j'ai utilisé les deux mêmes méthodes, la même méthode sur les deux titres. Et je vous rejoins dans ce que vous dites. Je pense qu'il y a 3 ingrédients. Le premier, quand je suis arrivé, chaque fois, j'ai vu individuellement l'ensemble de mes équipes. Bon, il se trouve que j'ai 200 journalistes ici, j'en avais 300 à Nice Matin. Je les ai tous vus. De la secrétaire au rédacteur, au chef d'agence, au directeur, tous, individuellement. J'ai passé du temps à ça, parce que je savais exactement ce que je voulais faire de la rédaction,
très bien ce que je voulais faire du projet, mais je voulais avoir leur sentiment. Pas sur ce que j'étais en train de leur dire, mais ce qu'ils pensaient, eux, de l'entreprise et la manière dont on devait la changer. Parce qu'on s'est rendu compte sur 200 journalistes quand je suis arrivé à Midi Libre, que mis bout à bout, chacune des idées avancées par chacun avait un sens et constituait ce que j'appelle souvent dans mon langage l'une des pièces du puzzle. Parce qu'il y a un grand puzzle, hein. Le puzzle c'est l'entreprise. Et chacun a son rôle, donc chacun a sa pièce. Et chacun avait un mot. J'ai fait ça déjà. 2, j'ai fixé le cap, mais clairement. C'est-à-dire que quand j'ai annoncé comment nous allions transformer et pourquoi nous allions transformer, j'ai tout dit. L'audience, voilà pourquoi on le fait, pourquoi on va aller chercher du chiffre d'affaires, pourquoi on va aller ennuyer les concurrents, mais surtout ça va se faire comme ça, et oui, on va faire partir 15 personnes. Et oui, on va changer le territoire là. Et oui, on va faire ça. Et comment on va le faire? Et dans quel calendrier? Et je pense que ces 2 ingrédients-là, d'abord l'écoute, je pense que c'est un élément quand même majeur pour comprendre l'entreprise et que les salariés aient le sentiment que le projet qu'on conduit est un peu le leur, même si ce n'est pas le leur, parce que ce n'est pas eux qui le portent directement. Et ensuite, le cap, quand il est fixé, pouvoir leur dire la réalité, parce que j'ai fait quelques entreprises avant Midi Libre et porté des projets de transformation. Ce que j'ai observé partout, c'est que souvent on raconte un peu n'importe quoi aux gens. C'est-à-dire que la transformation n'a pas eu lieu, n'a pas été transformée jusqu'au bout, parce que finalement, on ne leur a pas dit quelle était la finalité de la transformation. Dans toutes ces parties, dans tous ces pans. C'est-à-dire que oui, il y a une transformation heureuse. Normalement, c'est quand même pour sauver une boîte et pour sauver vos salaires. Hein. Enfin, on ne va juste pas se raconter l'histoire. Et il y a aussi le principe qu'à un moment donné, il y a aussi le chiffre d'affaires et les contraintes, et le social, et la transformation de la boîte en faisant partir des gens, en faisant changer les métiers des gens. Hier, tu écrivais, demain, tu feras de la vidéo. Oui, mais comment je vais faire? Ah oui, formation, sur quel calendrier, d'accord, mais est-ce que je vais être muté ailleurs? Ah oui, c'est sûr que tu étais à Montpellier, tu vas aller vivre dans Amande. Petit choc thermique, hein. Sauf que le choc thermique, on ne le fait que parce que, là aussi, le cap est clair. On va le faire, on va t'accompagner, on va te suivre. Alors ça, c'est le pays de oui-oui, hein. C'est-à-dire que ça se passe quand c'est bien écrit et quand c'est à peu près bien raconté. Mais ça fonctionne aussi parce qu'on tient ça. C'est le 3e ingrédient pour moi. C'est qu'on ne peut pas changer de cap tous les 2 mois. En tout cas, c'est ma conviction. C'est que quand on veut faire une transformation profonde de l'entreprise, on ne peut pas tous les 2 mois expliquer à des équipes, bon, on a voulu aller là en février, on va aller là au mois d'avril, et peut-être qu'on retournera là au mois de juin. Ils ne comprennent plus rien. Donc on fixe un cap, on est pragmatique, on est dans l'écoute, on est dans la bienveillance, on fait évoluer, mais toujours, à mon sens, avec la particularité de dire pourquoi on fait. Et c'est ainsi que les gens, à la rigueur, les équipes comprennent qu'il faut changer. Parce qu'on leur explique, parce qu'on dit les choses. Et parfois, malheureusement, c'est arrivé peut-être à chacun d'entre nous, on n'est pas allé là où on voulait. Parce que les contraintes, parce que le marché, parce qu'on n'y arrive pas, tout simplement, et que ce n'était pas le bon chemin. Il faut pouvoir dire aux équipes, on s'est trompé. On s'est trompé, puis on change, et on passe à autre chose, et c'est comme ça qu'on va réorienter. On prendra peut-être 3 mois de plus, 6 mois de plus, mais on ira au bout de la transformation. Parce que la transformation, elle est longue. En fait. Et l'histoire, elle se réécrit, elle s'écrit sur un temps long. Et quand j'aurai transformé digitalement Midi Libre, ça ne sera pas terminé, parce qu'il y aura une autre transformation à conduire qui sera tout aussi importante et qui s'appuiera sur la première qui vient d'être engagée. Ouais. Si je peux me permettre de faire un complément à ça, je suis tout à fait en ligne avec ça. Je pense que ce qui est très important pour une entreprise, quelle que soit sa taille ou une organisation au sein d'une entreprise, c'est sa préparation et c'est son mindset, sa culture par rapport à la transformation. Moi, je vais vous dire, les expériences que j'ai, c'est que la transformation que je suis amené à mener, elle est toujours très rapide et très violente, et c'est souvent... il y a toujours des effets collatéraux qui font que la transformation, c'est difficile de la peindre en rose tout le temps pour les équipes. Donc c'est un principe de réalité. Une transformation, c'est quelque chose de douloureux et de difficile, qu'elle soit digitale ou pas. Alors évidemment, le cap, c'est fondamental. L'écoute et la formation, c'est hyper important. Je pense qu'il faut s'appuyer vraiment... il faut vraiment s'appuyer sur 2 choses. C'est une culture du groupe qui est prêt à la transformation de manière continue.
C'est-à-dire que ce n'est pas un truc qui vous arrive une fois de temps en temps. C'est la transformation, moi je la vis depuis 20 ans. Les équipes, et selon les pays et selon la maturité des équipes, je vois qu'il y a des équipes qui sont prêtes. Alors ça dépend soit de la maturité des équipes, soit de la culture. Ça dépend des pays aussi. Hein. Donc il y a des équipes, il y a des environnements qui sont plus au point prêts et matures pour opérer des transformations. Il faut en être conscient et l'anticiper. Si possible, le plus tôt possible. Parce qu'une fois que vous êtes au pied du mur, après... Et puis il faut embarquer des stakeholders qui sont très importants, c'est le management. Première ligne, les leaders d'opinion, les managers, ce sont des gens qu'il faut absolument convaincre, parce que ça se fait pas, c'est pas une direction qui mène une transformation, c'est une équipe de management qui à tous les niveaux mène une transformation. Donc il y a vraiment la dimension managériale, éducation, culturelle, maturité, préparation de l'organisation face à la transformation. Pour moi, c'est des choses très importantes et on voit vraiment la différence à l'arrivée. Il y a des fois où ça se passe très mal, de manière très violente, et puis des fois ça se passe mieux, et c'est parce que les entreprises étaient mieux préparées, enfin les groupes étaient mieux préparés. Très bien, merci. Y a-t-il une autre question? Si je peux ajouter juste... Oui. Je prends juste le micro. Si je peux ajouter juste une petite chose, et ça va peut-être nuancer ce qu'on a entendu sur la notion de mettre le paquet sur ceux qui sont prêts au changement et qui sont prêts à aller au step suivant. Et ça dépend vraiment des cas, hein, mais c'est vrai que quelquefois, et nous on y est confrontés tous les jours, hein, et vous aussi, à des gens qui disent non mais c'était mieux avant, quoi. Le process il est très bien comme il est, pour qu'on le change on est habitué et ça marche. Ça il y en a partout. Et au final, l'identification de ces ambassadeurs-là, qui vont être des ambassadeurs sur la transformation, je pense que dans certains cas, il peut se faire sur les bons, sur ceux qui sont prêts à faire ce changement et qui vont pousser les autres, mais aussi à identifier un ambassadeur qui n'est pas prêt à ce changement-là, et en le mettant dans ce process de communication autour de la transformation, lui permettre d'évoluer en compétences et de répandre une positivité autour de cette transformation. La négativité autour d'une transformation ou quoi que ce soit dans une entreprise, c'est ce qui se propage assez rapidement et assez facilement. Si on arrive à lever des barrières, là je pense que c'est tout gagné, quoi. C'est bon. Oui, évidemment, il ne faut pas négliger les négatifs, mais enfin, ceci dit, il faut être très attentif. Ils existent. Très bien, je vous remercie. Après avoir traité la stratégie et la mise en place, nous nous intéressons maintenant aux impacts et risques de cette même transformation digitale. Donc, je commence par Monsieur Quillot. Madame Quillot, je m'excuse. Madame Quillot, pouvez-vous nous parler des impacts sur le plan culturel, financier, social ? Alors oui, on a commencé à l'évoquer un petit peu, parce que qui dit transformation, souvent c'est des automatisations de processus, c'est des améliorations, des modifications, qui veulent dire que sans qu'il y ait nécessairement de suppression de postes, il va y avoir des mutations en tout cas de postes. Et donc quelque chose de critique, c'est que les personnes soient prêtes, et les employés de l'entreprise soient prêtes à suivre ces mutations. Et ça passe par de l'apprentissage permanent. Et beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Un rythme effréné, en fait. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que chacun ait à cœur de maintenir son employabilité et réalise que c'est pas de la responsabilité. En tout cas, la personne la plus intéressée à l'employabilité, c'est l'individu lui-même. Donc le plus sûr, c'est de ne pas laisser cette précieuse charge à quelqu'un d'autre, à savoir votre employeur, mais plutôt vous-même, quoi. Vous êtes dans le siège conducteur, c'est vous qui menez votre carrière, votre vie professionnelle en tout cas, et qui êtes responsable de votre employabilité. Et dès qu'on a compris ça, eh bien, on prend toutes les opportunités d'apprendre, de se garder pertinent sur le marché du travail, ce
qui est intéressant individuellement, qui est intéressant aussi pour l'entreprise, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir amener des nouvelles idées, être en phase avec le marché. Et puis ça peut être de l'apprentissage technologique évidemment, hein, sur des nouvelles techniques, mais aussi sur le développement personnel, l'apprentissage de nouvelles méthodes, la pratique de nouvelles méthodes. Et donc je vous ai mentionné là le pavé qu'on sort chaque année sur le référentiel de la maturité digitale. En 2019-2020, il s'appelle l'entreprise apprenante, parce que c'est vraiment la clé du succès. C'est l'apprentissage permanent. Et il y a des plateformes qui sont mises en place par la plupart des entreprises, d'e-learning, d'apprentissage continu à la demande. Mais même pour celles qui n'ont pas les moyens de mettre en place ce genre de choses, il y a une explosion de Massive Online Open Course, les MOOC, qui sont, que ce soit sur les plateformes payantes américaines ou sur la plateforme gratuite Fun en France, des livres du contenu extrêmement variés, qui va de la technologie à la physique, enfin, toutes les matières scientifiques, mais aussi les sciences humaines et sociales. Et voir, j'en ai vu passer un la dernière fois, sur comment répondre à un appel d'offres d'une entreprise publique. Donc c'est très très large, et il faut avoir à cœur de toujours apprendre, parce que les métiers qui existent aujourd'hui ne sont pas les mêmes que ceux qui existeront demain. Donc pour rester employable, il faut suivre le mouvement au fur et à mesure. Je vous remercie. Monsieur Biscay, avez-vous d'autres éléments à rajouter sur cette question des impacts ? Oui. Alors, je vais essayer de laisser de côté tous les impacts négatifs. Parce que ça, je dirais que c'est le lot de toute la transformation que nous conduisons dans les entreprises. Vous dire que j'ai eu des CE douloureux, des tracts quasiment toutes les semaines, pas loin d'une grève quand j'ai voulu mettre fin à certaines fonctions, et des réunions avec les responsables, pas toujours simples, surtout quand il s'agit d'expliquer qu'on ne fera plus demain ce qu'on faisait hier. Ça, je dirais, le lot basique du chef d'entreprise, du responsable, dont j'écarte pour évoquer un impact qui me paraît plus positif, et j'en voudrais en citer 3. Quand on transforme, quel que soit le sujet, hein, digital ou autre, la seule question qu'on se pose, me semble-t-il, c'est à quoi ça sert ? Qu'est-ce qu'on veut ? Et c'est aussi ce que j'ai essayé de développer et de préciser à mes équipes. Moi, je leur ai dit très simplement, ce que nous allons faire, eh bien, ça va servir à multiplier, à développer l'audience. Quand on arrive en septembre 2018, 11 millions de visites par mois, 26 aujourd'hui. C'est développer les abonnés. 6 000 abonnés en septembre 2018, 8 000 aujourd'hui, abonnés numériques. On avait 6 000, on a 8 000. Les journalistes, certains n'écrivaient pas une brève sur Internet, étaient incapables de faire une vidéo, et quand on leur parlait de podcast, ouvraient de grands yeux. Aujourd'hui, tous nos journalistes sont plurimédias. Ils ont été formés, accompagnés, ils font du montage eux-mêmes. C'est pas la vie des bisounours, tout ça prend du temps, hein, évidemment, hein, je passe sur ces étapes-là, mais important de rappeler que l'impact, et ça aussi c'est le sujet auprès des rédactions pour ma part et auprès des salariés, c'est qu'il doit être positif. Parce que si en plus la transformation, parce qu'elle est douloureuse, ne sert à rien et qu'on est au même stade, voire pire après qu'avant, honnêtement, on ne fait pas la troisième année. Hein. On a déjà du mal à faire la seconde. Donc l'idée vraiment c'est de se dire, il y a l'impact concret. Deuxième impact, et j'y crois beaucoup, c'est le collectif. C'est un mot qui n'a pas été utilisé, mais à quoi ça sert de transformer une boîte ? Ben moi, ça m'a servi à repositionner la boîte autour du collectif. Parce que je pense que chacun a un rôle dans le développement de l'entreprise. C'est bien gentil d'expliquer que c'est le seul rôle des patrons, quand même. Bah non, moi je pense que c'est le rôle de tous les salariés de pouvoir se dire à un moment donné, c'est ma boîte, c'est mon entreprise à laquelle je participe, il y a une aventure humaine et donc on crée du collectif. Et c'est vrai que ça c'est le deuxième impact qui est un impact humain pour moi, qui compte énormément, c'est de dire que parce qu'on est dans une transformation, parce qu'on est dans quelque chose qui va être compliqué, et vous l'avez dit, il faut qu'on puisse se fédérer autour d'un projet. Il y a le cap, ok, l'objectif, mais c'est quoi le projet ? Et ce projet-là, comment on laisse personne sur le bas-côté ? Comment on laisse personne sur une ligne difficile ? Non, on crée ensemble quelque chose dans les moments faciles, dans les moments difficiles. Là encore, dit comme ça, ça paraît, oui, c'est magnifique, c'est rêvé. C'est compliqué à installer, surtout quand pendant des années, on est resté dans son aspect individuel et que surtout, on n'a
pas envie d'être touché par la transformation, parce que c'est un impact aussi. Quand on dit transformation, on se dit « j'espère qu'il ne va pas penser à moi, hein. J'espère que ça ne me touchera pas, hein. Lui, il veut, hein, côté, hein, pas moi. » Et ça, c'est le principe. C'est de se dire aussi comment, collectivement, on embarque tout le monde. Et là, l'impact, j'y suis un peu. Sur une échelle de 10, je suis plutôt à 6. Je ne suis pas à 9, hein. Parce qu'il y a encore des moments où on se dit « oui, bon, ça va, ok, mais moi, j'ai rien vu sur mon bulletin de paie. » Ou « j'ai rien vu là-dessus. » Ou « j'ai rien vu là. » Et donc, il faut continuellement, régulièrement, à expliquer que c'est un projet collectif, pas simplement un projet d'actionnaire, de chef d'entreprise qui dit là, il faut faire parce que ça va sauver la boîte. Non, c'est un ensemble de rassemblements et de fédérations. Très bien, je vous remercie. Monsieur Duran, pensez-vous qu'on peut parler d'une création d'un écosystème suite à cette transformation digitale ? Alors par rapport à cette question, ce que je voulais mettre en avant, c'est que depuis tout à l'heure on parle de transformation digitale, de conduite du changement, et ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'on a beaucoup mis l'humain au cœur de la réflexion, et que la transformation digitale est un outil et pas une fin en soi. C'est un outil, pourquoi ? C'est un outil pour, quand on a mieux compris les besoins de nos utilisateurs, pour mieux y répondre, et aussi pour mieux communiquer. J'ai entendu tout à l'heure que l'ambition d'une entreprise, c'est de pouvoir vendre son produit, vendre son service, et peu importe le format que prend ce produit ou que prend ce service. Mais pour pouvoir vendre ça, il faut qu'elle puisse être en contact, qu'elle puisse communiquer avec ses consommateurs, avec ses clients, et qu'elle puisse être reconnue. Donc quelle histoire elle va vouloir raconter à ses clients, et comment est-ce qu'elle va vouloir raconter cette histoire. Suite à cette prise de conscience de l'intérêt de mieux considérer le besoin de l'utilisateur ou l'usage de l'utilisateur, eh ben on se rend compte qu'il y a une prise de conscience, et là le mot a été utilisé, j'allais l'utiliser, collective. Il y a une prise de conscience collective donc, au sein des entreprises, mais il y a une prise de conscience collective entre les entreprises elles-mêmes. Aujourd'hui, toutes les entreprises sont en transformation digitale de fait pour pouvoir répondre aux nouveaux usages et aux nouveaux moyens de communication des utilisateurs. Pourquoi est-ce que je présente ces différents points ? Parce que, étant donné qu'on a une prise de conscience collective sur l'importance d'adapter son discours ou d'adapter son format aux usages de l'utilisateur final, eh ben on va se rendre compte que pour pouvoir être plus puissant, eh ben des entreprises vont pouvoir raconter des histoires communes et donc créer des écosystèmes. On a identifié que tel persona, tel type de clientèle communique de telle ou telle manière, et plusieurs entreprises vont pouvoir aujourd'hui créer un écosystème pour répondre de manière plus pertinente aux besoins qui a été identifié. Et encore une fois, pour terminer, j'ai envie de dire que oui, la transformation digitale, c'est utiliser les nouveaux outils. Donc on va essayer d'aller sur Internet, on va essayer d'aller sur différents réseaux sociaux, ce genre de choses. Mais comme je le disais, c'est très difficile de sortir son épingle du jeu parce qu'on n'est pas les seuls à vouloir faire cette transformation digitale. Donc on peut se poser la question, comment faire pour être plus efficace, plus performant ? C'était un des mots que j'ai utilisé au tout début de la table ronde. Et pour ça, la création d'un écosystème autour de ma solution va permettre de renforcer en fait, l'impact, vu qu'on parle d'impact, que je vais pouvoir avoir auprès de mes utilisateurs. Ce qui va du coup pouvoir introduire peut-être la prise de parole de Ben, qui du coup, grâce à Rocco, accompagne ses clients à avoir un impact et à communiquer auprès de leurs clients. Oui, justement, Monsieur Maury, avez-vous reçu de l'aide de cet écosystème en tant que start-up ? Ah oui, entièrement. D'ailleurs, on ne serait pas là si on n'avait pas eu cette aide. D'accord. Oui, tout à fait. En fait, déjà, un écosystème, quand on parle d'écosystème, il y a 4 éléments importants. Il y a l'humain, il y a la matière, il y a de l'énergie et de l'information. Et le but d'un écosystème pour qu'il perdure, même si tout est voué à être transformé, c'est de trouver un équilibre. Et je renvoie la balle à Alex, parce que cet équilibre-là, c'est arriver à trouver un centre de gravité. Et l'idée, c'est d'arriver à faciliter justement plusieurs écosystèmes dans lesquels nous, on est nés. On n'a pas créé d'écosystème, on s'en est nourri et on a essayé de le simplifier
en étant agile et flexible. C'est des mots qui sont très souvent repris. Quelle que soit la taille des entreprises qu'il y a autour de cette table-là, ben, c'est quelque chose qui nous anime tous. Et l'idée, en fait, pour revenir aussi sur un des thèmes de la soirée, qui est le management de projet, je voulais juste vous dire que on a essayé de comprendre, en s'inspirant justement des très grandes entreprises, mais que le management à la verticale, c'est bien, ça a ses limites. Le management à l'horizontale, c'est bien aussi, mais c'est ingérable. Et ouais. Donc en fait, ce qu'on essaye d'appliquer, c'est en fait un management à la diagonale, où tout le monde, plus ou moins, apporte, se gère, intervient et arrive à nourrir cet écosystème-là. Très bien, je vous remercie. Nous savons tous que cette transformation digitale n'est pas sans conséquences sur l'écologie. Monsieur Champion, pourriez-vous justement nous citer quelques conséquences écologiques de la transformation digitale, s'il vous plaît? Oui, donc aujourd'hui, le numérique est un des gros consommateurs de CO2 dans le monde. Hein. L'industrie du numérique représente en termes d'émissions de CO2 à peu près ce que fait l'aviation civile. Donc il y a beaucoup de débats aujourd'hui pour en réduire les voyages en avion. Par contre, je pense que le numérique va progresser et ça va vite dépasser en fait, cette industrie. À titre d'exemple, en France, on a 10% de la consommation électrique qui est consommée par les data centers, ce qui est quand même pas mal. Et il y a des milliards de mails qui sont envoyés par seconde dans le monde entier. Du spam ou par des applications, des choses comme ça. En sachant qu'aujourd'hui, un mail avec une pièce jointe, c'est à peu près la consommation d'une ampoule pendant 24 heures. Donc voilà, il y a quand même un impact assez important sur cette partie-là. Donc la transformation digitale, aujourd'hui, est effectivement indispensable pour les entreprises. L'éco-responsabilité, le côté vouloir avoir une vie plus éco-responsable, c'est aussi un des points fondamentaux du grand public. La plupart des personnes, et notamment, je pense beaucoup des jeunes qui sont dans la salle aujourd'hui, sont d'accord avec ça. Donc forcément, les entreprises vont vers ça et essayent de s'organiser pour être plus éco-responsables, en faisant attention à ne pas faire du greenwashing. Et donc il y a différentes solutions qui existent pour ça. En termes de conception de logiciels, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, qui permettent de simplifier et de rendre les applications moins gourmandes, donc forcément moins gourmandes en électricité. Il y a des techniques de green coding qui permettent d'optimiser les développements pour être moins consommateurs. Ce qu'il faut aussi essayer de faire de notre côté, c'est d'expliquer aux clients que des fonctionnalités qui sont peut-être un peu superflues ou qui vont être pratiquement inutilisées, c'est peut-être pas la peine de les développer, ça peut prendre du temps et ça peut aussi consommer du CO2 pour rien. Et puis privilégier en termes d'hébergement, de solutions et de mise en place de tout ce qui peut être fait. Tout ce qui permet de consommer moins, par exemple, plutôt mettre en place des sites statiques en HTML et pas utiliser des solutions qui tournent en permanence juste pour publier du contenu. Utiliser des hébergeurs éco-responsables. Voilà. Il y a tout un tas de solutions qui permettent d'aller vers ça et c'est un des points sur lesquels chez IOCéan. Je vous remercie. Enfin, une dernière question que je pose à Monsieur Dudragne et Monsieur Brassard. Quels sont, selon vous, les risques de cette transformation digitale sur l'entreprise et l'écosystème? Monsieur Dudragne, vous pouvez commencer. Alors, sans se concentrer uniquement sur la partie digitale, mais la transformation, je dirais, et je ne voudrais pas trop insister sur les risques, mais plutôt sur les opportunités. Évidemment, il y a un risque. Être immobile, rester dans sa zone de confort, que ce soit pour une organisation, une entreprise ou un individu, c'est pas de perspective et ça peut être très vite l'échec ou la perte de compétitivité ou la perte de marché. Ou pour un individu, la perte d'employabilité ou comme disait Hélène tout à l'heure. Donc moi, je préférerais insister plutôt sur les opportunités. Et quand je pense transformation, que je vois avec le recul toutes ces années de transformation, je dis mais vive la transformation. La transformation, à titre personnel, pour les équipes, pour moi-même, pour les organisations, ça a été beaucoup d'opportunités. Ce sont des opportunités. Être
préparer à accueillir la transformation, à la fois personnelle et dans l'organisation, c'est être prêt à capter énormément d'opportunités, parce que le monde bouge très vite et on s'aperçoit qu'au départ on se dit mince, ce qui m'arrive là, c'est pas bon pour moi, je vais être obligé d'abandonner une partie de mon business, je vais être obligé de me transformer, etc. Mais à l'arrivée, c'est plein d'opportunités qui se présentent à vous. Donc, et comme ça a été dit tout à l'heure, hein, c'est des opportunités business, mais c'est aussi des opportunités pour le collectif et c'est des opportunités à titre personnel. Voilà, il faut rester sur vive la transformation. Moi, j'ai un peu ça en tête, c'est vive la transformation parce que c'est beaucoup d'opportunités. Et souvent, au début de la transformation, quand on arrive avec un truc qui nous tombe sur la tête, sur le marché, sur quoi, on est complètement assommé. Mais finalement, l'organisation, comme l'être humain, il a une résilience forte. Et il est capable de transformer toutes ces adversités, souvent, en sacrées opportunités. Il suffit d'y croire, à titre individuel ou à titre collectif. Et je pense que je préfère le voir comme ça. Je veux dire, vivre la transformation, c'est une opportunité. Je ne vais pas aller dans le sens contraire, puisque notre business model, c'est quand même que nos clients fassent de la transformation digitale. Ils n'ont pas le choix. mais effectivement, ils n'ont pas le choix. Et pour revenir sur une approche, peut-être mon approche trop déterministe ou catastrophiste, c'est vraiment pour continuer à exister. Ça rejoint un petit peu aussi la théorie des réseaux dans un système où tous les acteurs sont interconnectés, qui ont une dynamique commune. Quand un acteur met du temps à opérer un changement, il risque de rester à quai et de voir le bateau partir. Donc ça rejoint aussi, je pense que vous vouliez l'évoquer tout à l'heure, mais la notion de temporalité, où le temps est une ressource essentielle pour la transformation digitale. Plus de temps, c'est ne plus exister dans le pire des cas, mais au moins avoir un fracas dans son organisation. Vive la transformation digitale. D'accord, merci beaucoup à tous encore une fois pour nous avoir éclairés. Nous avons fini cette seconde partie. Si vous avez des questions. Bonsoir à toutes et à tous. Pardon. Alors, je suis moi étudiant ici à Montpellier Management. J'ai cette chance-là. Ma formation, ça s'appelle Management de la transition écologique et de l'économie circulaire. Donc, vous doutez déjà de quel sujet je vais vous parler. Vous l'avez évoqué très rapidement. Monsieur Champion, moi je suis actuellement étudiant en alternance. Donc, dans le cadre de mon alternance, je lance également, j'ai pour mission avec deux de mes collègues alternants de lancer une start-up. Et étant donné que la start-up touche bien évidemment au domaine de l'écologie, de la transition écologique et solidaire, j'aimerais savoir, du point de vue d'une transformation digitale ou dans notre cas d'une création d'entreprise qui est déjà dans cet écosystème, dans cette démarche digitale que nous on va avoir dans notre création d'entreprise, est-ce que vous avez d'autres bonnes pratiques ou même parmi vous, est-ce qu'il y en a parmi vous qui auraient des idées de bonnes pratiques à mettre en place dans le lancement d'une start-up pour avoir un impact moins important sur l'environnement, être éventuellement moins énergivore, voilà, ce genre de pratiques. Est-ce que vous en avez connaissance et si oui, lesquelles? Effectivement, il y a pas mal de pratiques, mais bon, là pour le coup, c'est un peu technique. Je ne sais pas si c'est forcément le thème de la table ronde, mais en termes de développement, on peut vraiment, de développement de logiciels, je veux dire, on peut vraiment effectivement s'orienter vers des technologies ou des façons de développer qui vont faire qu'on va utiliser moins de ressources. Enfin, typiquement, par exemple, éviter les images sur les sites. Aujourd'hui, on peut utiliser des pictos qui sont des polices de caractère qui permettent d'avoir beaucoup moins de chargement et d'avoir une bande passante, beaucoup moins de consommation en bande passante
sur le téléchargement. On peut développer en utilisant des frameworks, des librairies qui sont moins gourmands, il y a des logiciels qui existent qui sont réputés pour être moins gourmands. Éviter de vouloir absolument publier du contenu pseudo-dynamique, c'est-à-dire typiquement des sites web. Aujourd'hui, nous, notre site, au départ, on utilisait un WordPress, qui est un outil de publication de contenu très répandu, qui est utilisé par tout le monde. Mais au final, on fait très peu de mises à jour. On n'est pas de Midi Libre, on ne publie pas des articles, 10 articles ou 50 articles ou je ne sais pas combien d'articles par jour. Et donc ça n'a aucun sens d'utiliser ce genre de techno. En fait, on est passé sur une autre techno qui permet de générer en fait, le site de manière statique. Et pour le coup, le serveur est beaucoup moins consommateur d'énergie. Et pareil pour la bande passante, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de trafic, il y a beaucoup moins de choses qui transitent sur le réseau. Aujourd'hui, sur les navigateurs, il y a un système de cache, donc il y a beaucoup de choses qui sont conservées sur le poste lorsqu'on va sur un site et qu'on a déjà consulté. Enfin, voilà, il y a vraiment plein de choses qui permettent, mais qui doivent être prévues dès le départ. C'est-à-dire, il faut se poser la question, effectivement, et bon, c'est une très bonne question, et c'est une très bonne démarche de partir à ça. Bon, forcément, si vous êtes dans le domaine de l'écologie, ça me paraît absolument normal, mais il faut se poser la question dès le départ. Avant de concevoir quoi que ce soit, il faut déjà se dire, qu'est-ce qui peut faire que je consommerai moins ? Il y a des hébergeurs aussi, il y a des hébergeurs notamment sur Montpellier, il y a OVA qui propose des solutions de refroidissement moins consommateurs que ce qui peut exister dans les data centers aujourd'hui. Enfin, voilà, il y a plein de pistes. Enfin, regardez sur Internet, vous trouverez vraiment plein d'informations là-dessus. Mais il y a vraiment des solutions qui existent. Après, de toute façon, il faut bien se dire une chose, c'est que le numérique, forcément, est consommateur. Donc voilà, il n'y a pas que l'électricité, ne serait-ce que les smartphones. Voilà, il y a plein de métaux rares, il y a plein de choses. Donc rien qu'à la construction de ces appareils, ça consomme énormément. Mais après, voilà. On préconise aussi beaucoup l'achat de matériel d'occasion. Il y a pas mal de sites qui existent aujourd'hui, Back Market ou d'autres, qui permettent d'acheter des téléphones reconditionnés ou des ordinateurs reconditionnés plutôt que du neuf. Donc déjà, alors, ça ne va pas forcément... Je sais qu'IBM est aussi vendeur. On ne vend pas de téléphone. Non, pas de téléphone, mais d'ordinateur. Je ferai un commentaire sur le sujet. Voilà. Bon, voilà, enfin, l'idée, c'est ça, c'est essayer de réutiliser au maximum. Enfin, de toute façon, c'est ce qui existe aussi aujourd'hui dans le domaine de l'écologie, enfin, dans le domaine... Ce que doit faire tout le monde aujourd'hui, quoi. Je veux dire, quand on va acheter un sandwich, on va peut-être venir avec son sac plutôt que de prendre un sac en plastique, des choses comme ça. Enfin, voilà. Si je peux juste rebondir sur cette partie écologique, et c'est super qu'il y ait ces questions-là, parce que c'est vraiment fondamental. Alors évidemment, le recyclage, la consommation d'énergie, etc., dans les data centers, c'est une préoccupation quotidienne d'IBM. Juste une petite anecdote. Dans notre transformation locale sur le site d'IBM de Montpellier, en fait, la partie industrielle, quand elle a vu partir ses missions, d'accord, il y a eu un impact sur l'emploi énorme. Et on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on pouvait faire comme mission de remplacement. Et parmi les missions qu'on est allé chercher, ça a été de récupérer tous les ordinateurs IBM en fin de lease qui étaient usagés. Et on a développé une filière à Montpellier, européenne, qui permet de récupérer ce matériel, de le démanteler, d'éliminer les matières premières dans des filières certifiées et de faire de la réutilisation et de la réutilisation de matériel d'occasion. Vous voyez, quand je parlais d'opportunité tout à l'heure, ce qu'on avait vécu comme une catastrophe, c'est de voir partir une fabrication industrielle à un certain moment. On l'a transformé, on a gardé notre savoir-faire et on l'a transformé en une opportunité, et on s'est positionné dans l'interne pour l'entreprise comme le collecteur du matériel usagé, et ça nous a permis de maintenir à peu près une centaine d'emplois. Donc voilà, je veux dire, c'est une préoccupation qui peut devenir une opportunité. Et par rapport à cette question, je voulais juste rajouter quelque chose. Non, vas-y. Je voulais juste rajouter quelque chose quand on parle d'écologie ou de transition écologique, pour faire un parallèle par exemple avec
avec la pollution qu'on peut faire avec notre mobilité quand on prend notre voiture. Comment faire? On est toujours là à chercher une solution pour polluer moins avec quelque chose qui consomme moins d'énergie. On peut aussi se poser la question comment optimiser ces déplacements pour ne pas avoir à utiliser finalement cet outil alors que j'en avais pas vraiment besoin, ou alors à le mutualiser pour pouvoir ne pas faire mes déplacements tout seul et peut-être mutualiser. Aujourd'hui, tu as la chance d'être à la genèse d'un projet. Et du coup, c'est ce moment-là où vous allez pouvoir aussi vous poser les bonnes questions, à savoir concrètement qu'est-ce que vous allez proposer pour vos usagers, pour vos clients futurs, et du coup comment vous allez pouvoir optimiser tout ce que vous allez pouvoir proposer pour avoir un site le plus précis possible, le plus optimisé possible pour limiter le superflu. Et peut-être aussi, la deuxième image, c'est la partie mutualisation. Tout à l'heure, je parlais de la puissance de l'écosystème. Peut-être qu'aujourd'hui, au lieu de créer vos propres solutions, il y a des partenariats à faire et à identifier très tôt pour pouvoir co-construire des solutions et du coup mutualiser les ressources. Juste, effectivement, le tableau n'est pas complètement noir sur le bilan écologique de la transformation digitale. On en parlait tout à l'heure, mais une chose qui entre dans notre quotidien sur la transformation digitale, c'est le télétravail. Imaginez les ressources qu'on économise juste en faisant du télétravail. Il y a des distances parcourues qui sont énormes sur les distances domicile-travail. J'imagine que le Midi Libre, alors ce serait intéressant de voir l'impact justement de la transformation numérique par rapport au papier, mais les quantités de papier qui doivent être économisées grâce au numérique, ça va être énorme. Nous-mêmes, Diota, dans les usines, on remplace des classeurs de fiches d'instruction qui sont remplacés toutes les semaines. Dès qu'il y a une nouvelle itération, on remplace tout le classeur. Il y a 100 pages d'instructions par opérateur. Donc les bilans, ils sont énormes. Et on a vu des réductions d'imprimantes dans les entreprises, justement, grâce à ça. Sans compter, et juste pour ajouter un autre exemple, juste les conf-calls, les vidéoconférences calls, quoi. Enfin, moi, je suis sur des projets internationaux tout le temps avec les quatre coins de la planète. Je veux dire, avant, on se déplaçait. On se déplaçait plusieurs fois par an pour aller consolider les projets, etc. Aujourd'hui, on le fait par vidéoconférence. On consomme beaucoup moins de transport aérien. Donc oui, la transformation digitale nous a permis ça. Les relations avec nos sous-traitants, qui se font via de l'EDI, avec de la blockchain, avec plein de choses qui font qu'on réagit plus vite, on est beaucoup plus réactif sans aller sur place, etc. Donc il faut regarder quand même le bilan global. Je pense qu'effectivement, il y a des opportunités de changer nos habitudes de vie et d'avoir un impact sur notre consommation. Une idée complémentaire pour peut-être démarrer des changements de comportement, c'est de rendre les choses visibles. Je pense à la CNCF qui a démarré sur son site, quand on achète un billet de train maintenant, ils vous disent voilà l'équivalent carbone. Et donc on s'habitue en tant qu'utilisateur à avoir une notion, parce que des euros on voit bien, des équivalents tonnes carbone on voit pas encore très bien. L'affichage qui est en cours sur les produits de grande consommation aussi, de dire voilà, ça c'est en équivalent carbone, c'est ça, non seulement pour la fabrication, mais idéalement aussi sur le transport, c'est-à-dire d'avoir une vue globale de quel est l'impact écologique de mes choix au quotidien. Donc je ne sais pas quel est le service que votre start-up va fournir, mais il y a des systèmes d'entreprise qu'on utilise tous les jours, par exemple, pour gérer les notes de frais ou même en amont, les choix de voyage. Nous, il y a quelques mois, quelques années, on a commencé à voir effectivement dans notre outil interne de réservation de voyage, non seulement le prix et les destinations, mais aussi l'impact carbone des différents choix. Et donc ça permet, quand je dois aller quand même à Londres voir un client et que j'ai pas le choix, je peux pas le faire en visio, je peux pas le faire en télétravail, il faut vraiment que j'y aille, de voir que si je prends un vol direct entre Montpellier et Londres, c'est moins impactant que si je passe par Paris parce qu'il y a 2 vols, mais si je prends le train, c'est encore moins impactant. Donc est-ce que mon planning me le permet? S'il me le permet, je prends le train et puis l'impact carbone est moindre. Et donc ça permet, en le rendant visible, ça permet aux personnes de pouvoir faire des choix différents. Donc moi je crois beaucoup à la visibilisation, je ne sais pas si on parle d'invisibilisation, je ne sais pas si on parle de visibilisation, mais rendre visible le vrai impact en termes, en tout cas d'équivalent carbone, pour qu'on essaie de réduire notre impact.
je suis impressionné par l'ensemble des réponses qui viennent d'être faites pour l'aspect écologique, parce que ça correspond à peu près à ma préoccupation personnelle dans beaucoup de domaines. Je suis accessoirement un vieux de l'Internet, mais je suis surtout un start-upper. Je suis en train de créer ma senior entreprise digitale. Et étant membre de l'IETF depuis longtemps, une des choses qui m'a paru manquer aujourd'hui, c'est que l'on parle du client ou de l'utilisateur comme en fait le fournisseur de l'utilisateur final. Et nous, les utilisateurs finaux, les gens qui sommes partis de ce que le S7, c'est-à-dire le club des académies des sciences de G7, appelle la recherche hors les murs, c'est-à-dire hors de l'institutionnel, hors du privé, hors de l'université, et nous reconnaît une certaine compétence dans les NTX, ce que nous voyons, c'est qu'on dépense beaucoup d'argent, de temps, dans des erreurs du passé, la dette technique, et que nous n'avons pas voix au chapitre. Je suis à l'UETF le chair de la liste des utilisateurs de l'IETF, c'est-à-dire les gens qui devraient critiquer les standards pour qu'ils coûtent moins. J'ai personne. Il y a un débat actuel pour lancer un groupe de travail sur ce que demandent les utilisateurs finaux. Et une des premières demandes des utilisateurs finaux, c'est la réduction des coûts.